Nous magnifions la seconde moitié du ciel dans l'émission 100% Info sur la télévision Burkina Info. La femme qui représente plus de la moitié de la population burkinabé est dans plusieurs secteurs d'activité. Entrepreneurs, FDS, fonctionnaires, ménagères, cultivatrices. La liste est loin d'être exhaustive. Si ce sont des facettes qui plaisent ou qui sont connues, il est important de parler du revers de la médaille, celle des violences que subissent les femmes. Au Burkina Faso, malheureusement, c'est encore une réalité de nos jours. Pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous des femmes. À ma droite, je vous présente Léonie Wangrawa Koudou. Elle est auteure du livre sur les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diasso. On dit bonsoir à Clarisse Nadambega, qui est la présidente de l'Association des femmes juristes du Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diasso. Et bonsoir à Micheline Kaboré, présidente de l'initiative Panané Tougri pour le bien-être de la femme. Bonsoir, Madame Diasso. Alors le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. On parle des violences faites aux femmes dans cette émission dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Alors la première question, elle vous est adressée, Madame Wangrawa. D'abord pour vous, que représente le 8 mars ? Merci bien, Madame Diasso. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Il faut dire que la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des femmes qui commémore la lutte des femmes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Alors il faut dire que cette journée tire ses origines dans les années 1857. Et avec la grève des ouvriers de textile qui n'avaient pas les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de travail que les hommes, parce qu'en son temps, pour un travail égal, les femmes n'avaient pas le même salaire que les hommes. Et en plus de cela, en son temps, les femmes n'avaient pas non plus le droit de vote, le droit d'être électrice ou éligible. Elles ne pouvaient pas mener une quelconque activité professionnelle sans l'accord préalable du conjoint. C'est au vu de tout ça que les premières pionnières se sont illustrées en allant en grève, en organisant des activités de revendication pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au fur et à mesure que la lutte prenait de l'ampleur, et cela a attiré l'attention des instances internationales, notamment les Nations Unies, qui ont vraiment reconnu les discriminations et les inégalités en défaveur des femmes et qui, à partir des années 1900, et notamment en 1975, l'ONU a décrété l'année internationale de la femme et a même décrété une décennie de la femme, notamment l'année 1975 à 1985. Et au fur et à mesure, l'ONU a institué à travers l'adoption d'une résolution en 1977 et une résolution qui institue vraiment la Journée internationale des femmes. Et à travers cette résolution, l'ONU a invité vraiment et invite toujours les différents États membres à observer cette journée et à, en tout cas, prendre des mesures d'ordre administratif, d'ordre politique, économique, juridique pour reconnaître les droits de la femme et protéger les femmes qui sont victimes de violences et victimes d'inégalités. Alors, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, j'avoue que la commémoration de la journée a pris son envol véritablement pendant la période révolutionnaire. Et vous voyez, le président fait Thomas Sankara en son temps avait vraiment recommandé aux hommes de faire ce qu'on appelle la journée du marché au masculin, où il a invité les hommes à aller au marché, venir faire la cuisine ce jour-là. Et c'était en 1900, le 8 mars 1984. Mais l'idée qui se cache derrière cette décision, le président voulait vraiment que les hommes touchent du doigt
les réalités quotidiennes que les femmes vivent dans l'exécution des tâches ménagères. Alors, j'allais dire que de façon globale, la journée du 8 mars a pour objectif de marquer une halte pour réfléchir sur les conditions de vie des femmes. Quels sont les progrès qui ont été enregistrés? Quels sont les goulots d'étranglement, les obstacles qui se dressent toujours au niveau des actions, afin de proposer vraiment des mesures de solutionnement pour lever ces obstacles? Alors je le disais, les obstacles, il y en a. Ces violences dont nous allons faire cas au cours de cette émission font partie des obstacles. Madame Nadambega, est-ce que l'égalité des sexes est une réalité au Burkina? Merci beaucoup Madame Diasso. Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices. Il faut dire que si il y a des avancées en termes d'égalité entre les sexes, il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, il y a toujours des difficultés parce que cette égalité n'est pas toujours effective dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Donc, il y a toujours une raison pour les femmes de lutter à ce qu'il y ait réellement cette égalité. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on a pu engranger, il y a beaucoup de résultats obtenus, mais beaucoup de choses aussi restent toujours à faire. Et cela est dû toujours aux pesanteurs socio-culturels qui ont la peau dure, comme on a l'habitude de le dire, qui ne permettent pas dans certains domaines que les femmes puissent accéder aux mêmes droits que les hommes. Alors on entend souvent ces phrases qui disent qu'une journée consacrée à la femme, sur 365 jours, il n'y a qu'une journée consacrée à la femme. C'est entre griffes une violation de ses droits, entre griffes. Alors est-ce qu'on doit aller dans la dynamique de revendiquer tout le mois de mars même? C'est à vous. Bon, en réalité, quand on dit une journée consacrée à la femme, nous on ne voit pas une journée consacrée à la femme, mais une journée de réflexion. Une journée de réflexion pour voir les conditions de vie, les conditions de travail et l'accès des femmes à leurs droits dans tous les domaines. Donc, ça ne veut pas dire que sur 365 jours, il n'y a qu'un jour consacré à la femme. Les 365 jours appartiennent à tout le monde. Mais, parce qu'il y a des difficultés par rapport aux droits des femmes, et comme Mme Wangrawa l'a dit, des luttes ont été menées. Et une journée a été consacrée comme une journée de réflexion. Donc c'est en ce sens que nous voyons cette journée, mais pas une journée consacrée aux femmes, une journée donnée aux femmes comme si c'était, on vous donne un jour sur 365. Non. Ça veut dire que c'est parce que le problème des femmes, l'inégalité, la violation des droits des femmes est une préoccupation. C'est pour ça qu'on fait quand même un arrêt. On a consacré une journée pour réfléchir sur les questions d'égalité hommes-femmes. Alors, que représente le 8 mars pour vous, Clarisse Kabori? Merci Micheline Kaboré, autant pour moi. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci également pour l'honneur qui nous est offert d'être sur ce plateau pour parler de la question des droits des femmes au Burkina Faso. Alors le 8 mars pour nous, c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une journée spéciale, je dirais, pour compléter, parce que ce qu'elles ont déjà dit ont été largement la motivation d'avoir une journée dans les 365 jours consacrée à la femme. Et je pense que c'est une occasion pour connecter nos luttes au niveau mondial, parce qu'il y a des moments quotidiens et des moments de réflexion régulière dans la vie quotidienne des femmes,
que ce soit au niveau de toutes les couches, tous les niveaux de la société, que ce soit dans nos organisations, que ce soit au niveau étatique, parce qu'au niveau du ministère, quand même, il y a toute une direction dédiée à cette question. Et il y a les institutions qui sont mises en place, il y a des ONG internationales, il y a pas mal de dispositifs qui existent et quotidiennement, nous travaillons sur cette question. Mais le 8 mars, c'est pour qu'ensemble, nous puissions connecter le travail que nous faisons, avoir des moments de partage, de réflexion pour évaluer ce qui est fait et aussi se projeter dans l'avenir. Comme elles l'ont dit, il y a des avancées certes, mais nous constatons qu'il y a toujours des défis en lien avec les droits des filles et des femmes. Et comment aligner nos objectifs et comment concerter notre travail, nous pensons que c'est un moment assez important pour les filles, les femmes et les hommes aussi, tout le monde entier, de jeter un regard sur les conditions des femmes, les conditions de vie, les conditions d'inégalité qui sont un frein à l'épanouissement des filles et des femmes, pour porter des réflexions, toujours améliorer ce qui est fait et toujours aussi apporter de la complémentarité entre les différents acteurs et aussi permettre à certaines femmes aussi d'entendre, d'écouter, parce que tous les jours on ne peut pas toucher tout le monde, mais c'est une occasion où il y a pas mal d'activités de communication qui permettent à tout le monde d'avoir une oreille attentive, parce que je remarque qu'il y a tout un engouement, il y a pas mal d'activités, ça attire l'attention et il y a quand même un regard qui est porté sur cette journée. Donc c'est une belle occasion de rappeler, de sensibiliser, de communiquer autour du sujet. des réels problèmes des conditions des femmes. Alors, vous êtes auteur, si je le rappelle donc aux téléspectateurs, pourquoi cet intérêt d'écrire sur les violences faites aux femmes? D'accord, merci bien. D'abord, pour permettre à tout le monde d'avoir une compréhension de la violence à l'égard des femmes, il faut dire que les violences faites aux femmes sont définies par la Déclaration des Nations Unies de 1993, qui définit la violence à l'égard des femmes comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et qui cause ou qui peut causer à la victime des souffrances physiques, morales, et sexuelles, économiques, etc. Et donc, il y a au niveau national, il y a des textes nationaux qui ont internalisé cette définition à travers la loi de 2015 sur les violences à l'égard des femmes et des filles. Alors, pourquoi je me suis intéressée vraiment à la problématique? Parce que je suis partie d'un constat que les violences faites aux femmes et aux filles sont vraiment récurrentes et sont une réalité dans notre contexte burkinabé. Que ce soit dans la sphère familiale, il y a des violences faites aux femmes et aux filles, y compris les violences conjugales. Que ce soit dans le milieu scolaire, les filles sont victimes de violences, par exemple les violences physiques, les violences morales et les grossesses précoces et non désirées qui entraînent des abandons scolaires. Sur le plan professionnel, les femmes sont également victimes de violences. Je prends l'exemple du harcèlement sexuel, par exemple, les discriminations fondées sur le sexe. Par exemple, on refuse d'embaucher la femme parce qu'on ne veut pas encourir les risques d'absentéisme liés à la maternité. Là, même si la femme est compétente, on préfère engager un homme pour éviter vraiment ces absences-là, pour ne pas impacter les résultats de l'entreprise. Que ce soit dans la rue, vous voyez les jeunes filles qui portent les assiettes pour vendre, elles sont également victimes de violences. Et donc à tous les niveaux, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, il y a des violences. Alors, ces violences, elles sont essentiellement des violences physiques, notamment les coups et blessures, des violences morales, notamment les injures graves. On injurie la femme jusqu'à injurier les parents. Des fois même les parents sont décédés et malgré tout, on injurie les parents.
Et quand vous prenez les violences culturelles qui tirent leur origine de nos coutumes, par exemple les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines ou bien les lévirats, par exemple, c'est des violences d'ordre coutumier. Quand vous prenez par exemple les violences économiques, le fait d'interdire à la femme de mener une activité commerciale ou professionnelle, ou bien le fait de détruire le matériel de commerce de la femme, ou bien la femme contracte un prêt pour mener son commerce. Le monsieur dit, si tu veux mener ton commerce là, il faut que tu me donnes tel pourcentage de ton crédit, sinon il n'y a pas d'activité. Donc la femme est obligée de donner si elle veut vraiment réaliser son activité. Les violences politiques, par exemple, le fait d'interdire à la femme d'être électrice ou éligible, tout ça c'est des formes de violence. Alors, il faut dire que je vais donner quelques chiffres, si vous permettez, allez-y. Voilà, sur l'ampleur du phénomène des violences, la réalité. Et en 2015, l'on dénombrait 769 victimes d'exclusion par exclusion sociale pour allégation de sorcellerie, soit 85% de femmes. Alors, au Burkina Faso, en matière de prévalence de mariage d'enfants, selon, en tout cas au niveau mondial, les chiffres internationaux réalisés, il a été démontré que le Burkina Faso est le 6e pays au monde où la prévalence du mariage d'enfants est élevée, avec 53% des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Alors, si vous prenez en 2019, environ 2074 cas de grossesse non désirée qui ont été enregistrés par les services de l'action sociale. Également, quand vous prenez sur le plan scolaire, le taux brut de scolarisation des filles en 2021 était de 87,3% au primaire, 52,5% au post-primaire et 18,4% au secondaire. Vous voyez, au fur et à mesure que les filles évoluent dans leur cursus scolaire, il y a des déperditions. Pourquoi cela? Les charges ménagères qui les occupent tant, les mariages d'enfants, les grossesses précoces qui les amènent à abandonner vraiment le cursus scolaire. Alors, en 2021, en raison des crises sécuritaires et humanitaires, il y a eu 978 femmes qui ont été victimes de viols dans les zones à fort défi sécuritaire. Tout cela, c'est pour dire que les violences sont vraiment une réalité au Burkina Faso. C'est pour cela que j'ai décidé de saisir ma plume pour écrire, non seulement pour dénoncer, mais aussi interpeller vraiment l'ensemble des acteurs à ensemble engager réellement, véritablement des actions pour lutter contre ce phénomène. Alors Clarisse Nadambega, en tant que femme juriste, est-ce que c'est l'insuffisance des textes qui justifie le fait que ces violences perdurent, ou ce sont les causes culturelles, les causes sociales qui sont les racines même de ces violences faites aux femmes, pour le cas du Burkina? Pour le cas du Burkina, il faut se dire que en termes de textes favorables aux droits des femmes et des filles, on peut quand même s'en réjouir, parce que au Burkina, nous avons pas mal de textes qui protègent les droits des femmes et des filles. Elle l'a dit, et nous sommes parmi les rares pays à avoir effectivement adopté une loi sur les violences faites aux femmes et aux filles, et le code pénal effectivement a pris en compte ces différentes sortes de violences qui sont incriminées et qui sont punies. Maintenant, c'est l'effectivité de ces textes qui pose problème. Et l'effectivité de ces textes est due d'abord à l'ignorance même de ces textes par les victimes. Les femmes qui ne connaissent pas souvent leurs droits, elles ignorent qu'il y a des textes qui sont prévus et qui peuvent les protéger quand elles sont victimes de certains comportements qu'on qualifie de violence. Il y a même l'ignorance de toutes les populations. Parce que, comme on le dit, à cause des pesanteurs socioculturelles, à cause des considérations culturelles,
les gens ont reçu une éducation qui met l'homme comme au-dessus de la femme. Et du coup, ils grandissent avec. Et cela fait que on a l'impression que quand on parle des droits humains, ce sont les droits des hommes et que les femmes n'ont pas ces droits-là. Mais nous faisons l'effort de sensibiliser, d'informer sur ces textes-là pour que les gens prennent conscience qu'en réalité, le Burkina a adopté beaucoup de textes en faveur des droits des femmes. Ça veut dire que des textes qui montrent qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme. Et la Constitution le reconnaît. Voilà, la Constitution dit qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe. Donc, par conséquent, ce qu'on reconnaît comme droit pour les hommes, ce sont également les droits des femmes. Donc, en réalité, c'est pas que il y a manque de texte, mais c'est l'ineffectivité de ces textes-là qui fait que on a toujours des difficultés pour la réalité des droits des femmes au Burkina. Alors, par l'ineffectivité des textes, Clarisse Nadambega évoquait la question de l'ignorance des textes par moment. Est-ce qu'on peut ajouter à cela, Micheline Kaboré, le fait aussi que les femmes sont silencieuses face à ces violences? Est-ce que les femmes, pour ce qui est du cas précis des violences conjugales, ce qui est assez majeur, est-ce qu'il n'y a pas le silence, le fait de vouloir protéger son foyer, protéger ses enfants, et beaucoup de femmes acceptent ces choses? Merci beaucoup pour la question. Une question très pertinente et qui mérite d'être réfléchie. Alors, bien sûr, il y a le silence, mais ce silence a des causes ou des raisons. Parce que en termes d'accessibilité même à la loi, à la justice dans notre pays, je dirais que ce n'est pas une situation spécifique aux femmes. Je dirais que sur le plan national, de façon globale, l'accès à la justice, elle est très très limitée pour les populations. Dans un village... Beaucoup, c'est coûteux. D'autres disent qu'ils n'ont pas d'argent pour aller en justice, pour entamer des procédures judiciaires. Très souvent, c'est ce qui est mis au devant. Au devant, mais en dehors même du coût, je dirais que c'est l'accès physique. Quand on part dans nos contrées, dans les villages, dans les provinces, la justice est à un endroit précis et les populations sont réparties. Et même dans la capitale, c'est très difficile pour une personne qui est dans la périphérie de la capitale de faire le va-et-vient ou de se déplacer chaque jour pour pouvoir avoir accès à la justice. Je dirais que la justice n'est pas pour autant rapprocher des populations. Donc, de façon globale, il y a ce problème d'accessibilité. Il y a le problème d'ignorance dont a parlé Mme Nadambega. Parce que il faut connaître la loi, il faut savoir même que tu peux réclamer justice avant de se prêter à cet exercice. Alors que, de façon globale, l'information ne touche pas la majorité des femmes qui sont victimes. Il y a le niveau d'éducation qui ne permet pas toujours aux femmes de savoir dénoncer. Mais après toutes ces raisons, on peut dire qu'il y a les pesanteurs socioculturelles. Au cours de cette célébration, j'ai lu une consoeur qui disait que on doit mettre fin au règlement à l'amiable des violences sur les femmes. Parce que c'est de cela qu'il est question. Même en cas de violation des droits de la femme, de la fille, à partir du moment où la maman ou la femme elle-même demande à ce que ces droits soient respectés, il y a un blocage au niveau familial. Il y a ce blocage qui est là parce qu'à chaque fois, et j'ai entendu dire encore que nous avons trop de
sale dans nos familles. Parce qu'on dit couramment que le linge sale se lave en famille. Sauf que ça pue tellement qu'on ne peut plus garder cela dans les familles. Pourquoi la femme n'a pas droit à la justice et pourquoi elle ne peut pas réclamer justice? Vivre avec son prédateur, vivre avec son bourreau, ce n'est pas vraiment chose aisée. Et souvent, on sait comment ça se termine pour la femme, parce qu'il y a les féminicides qui sont là. Elle peut être victime... perdre la vie, elle peut se retrouver à vie par un handicap et elle peut tout simplement vraiment avoir une vie recluse parce qu'elle a perdu tous ses moyens, toutes ses capacités d'action de par elle-même. Et nous pensons que en plus des pesanteurs socioculturelles, il y a également les contextes qui sont des barrières vraiment à l'accès aux droits par les femmes. Et le fait de museler les femmes, de ne pas permettre à la femme de s'exprimer, de réclamer ses droits. Et dans ce contexte de crise sécuritaire, ce sont des faits vraiment courants qui sont très déplorables parce que les femmes qui sont victimes de viol, par exemple, ont du mal à s'exprimer. En plus d'être victimes de viol, elles sont doublement victimes parce qu'elles sont rejetées si elles s'expriment. Vivre avec cette douleur, elle est insupportable, mais paradoxalement, elle ne peut pas aussi s'exprimer parce qu'à partir du moment où elle va dénoncer ce viol, elle peut être répudiée, elle peut vraiment être abandonnée par son époux et elle est rejetée. Et il y a eu des exemples où le viol s'est soldé par une grossesse. Tout à fait. On vit avec... Tout à fait. Voilà. Je dirais qu'il y a tellement d'exemples parce que les femmes témoignent et récemment on a eu des témoignages de femmes qui ont abandonné le foyer parce que en 2023 nous avons réalisé une étude sur la situation de la protection des droits des femmes en période de crise sécuritaire et nous sommes allés dans les zones à fort défi sécuritaire, nous avons entendu des femmes et elles ont vraiment dénoncé leurs conditions de vie. Il y a des femmes qui ont quitté carrément le foyer avec les enfants dans le cas de la grossesse parce qu'elle est revenue, elle a été enlevée, elle est revenue avec la grossesse, le mari sait pertinemment que ce n'est pas sa grossesse et à partir de ce moment, elle a tout simplement été rejetée par son époux. Et la société, bien sûr, accompagne cela parce que c'est toujours la femme qui est la victime, elle est mal vue, elle est discriminée. Pendant qu'elle est victime, elle n'a pas choisi ni décidé d'être violée. Mais ce sont des réalités qui sont là, qui sont un frein vraiment à l'expression ou à la pratique des droits pour les femmes parce qu'à partir du moment où tu parles et que pour avoir réparation, c'est tout un problème et en plus on peut être rejeté par sa famille, par son époux et perdre souvent ses enfants. Donc beaucoup préfèrent garder le silence. Et c'est bien cela. Est-ce que vous avez d'autres raisons à apporter à ces causes qui expliquent ce phénomène? Oui, c'est vrai que les deux autres ont déjà parlé des causes. Mais ce que je voudrais ajouter, je voulais insister sur les causes socio-culturelles, l'éducation différenciée des filles et des garçons. Alors, quand le bébé naît est fille, on dit, toi tu es fille, voici ton rôle. Ton rôle, c'est le rôle de reproduction. Le rôle de reproduction, c'est quoi? Se marier, faire des enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, faire le ménage et tu restes au foyer, on dit en moré, par la zaka. La femme, c'est le foyer. Toi, tu restes dedans, tu t'occupes de tout ce qui est travaux de la maison. Et quand le bébé naît est garçon, on lui dit, tu es le sexe fort et ton rôle, tu dois jouer le rôle de production. Et tu dois sortir, chercher l'économie pour la subsistance de la famille. Et donc ça fait que à travers ce système de socialisation, la femme ne peut pas sortir réellement pour s'épanouir et apporter sa pierre contributive au développement de la nation. Alors, il y a également ce que je voulais ajouter, les causes d'ordre économique, en insistant vraiment sur la pauvreté. La pauvreté est également un facteur, malheureusement, et déclencheur des violences faites aux femmes. Vous voyez,
il a été démontré que la femme contribue énormément à l'économie, mais malheureusement, la pauvreté a toujours un visage féminin dans notre contexte. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Oui. Ce sont des projets que sans doute vous entendez beaucoup dans les médias. Oui, il y a effectivement des actions vraiment pour, en tout cas, promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Si vous prenez par exemple le fonds d'appui, la création du fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, et ce fonds a permis vraiment la dotation des femmes en crédit pour, en tout cas, leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans tous les secteurs et dans toutes les chaînes de production. Et de plus en plus, nous voyons vraiment des femmes qui sont vraiment de véritables entrepreneurs, que ce soit dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Il y a également des programmes et des projets, par exemple le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes qui a été mis en œuvre en 2014, qui a permis vraiment l'octroi de technologies et de matériel de transformation aux femmes pour leur permettre vraiment de booster leurs activités génératrices de revenus. Et le programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes qui a été lancé en 2018, qui est venu vraiment renforcer les acquis du PSE. Et tout ça, c'est des actions vraiment qui contribuent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin au profit des femmes. Alors, du côté de l'association des femmes juristes, je note que cela fait 31 ans que vous existez et que vous militez pour le respect des droits des femmes et de la jeune fille. Est-ce que vous êtes satisfaite lorsque vous dressez le bilan? Bon, satisfaite, on peut quand même dire qu'on a une raison d'être satisfaite au niveau de l'association des femmes juristes au regard des résultats que nous avons aujourd'hui. Et l'association des femmes juristes s'est dotée de 4 cliniques juridiques, voilà, qui reçoivent les femmes. C'est quoi une clinique juridique? C'est une clinique, c'est un endroit où on reçoit les femmes, on fait le counseling, on les accompagne. Voilà, si on fait un appui juridique, un appui judiciaire et puis un appui psychologique. Donc, nous avons 2 cliniques juridiques à Ouagadougou. Nous avons une clinique juridique à Bobo et une autre clinique juridique à Wayouya. Est-ce que la demande est forte par rapport à la création de ces cliniques juridiques? La demande est très forte et nous envisageons, si nos moyens nous permettent, d'ouvrir d'autres cliniques juridiques au niveau de Ouagadougou et dans les autres provinces. Mais en attendant, comme nous n'avons pas de cliniques juridiques dans toutes les localités, nous faisons ce que nous appelons des cliniques juridiques mobiles. Des cliniques juridiques mobiles où on se déplace, on reste dans une localité et pendant un certain nombre de jours où nous recevons les femmes qui ont des cas à nous exposer et nous donnons les conseils, et s'il y a des accompagnements judiciaires à faire, si elles ont opté d'aller en justice, nous les accompagnons à aller en justice, et ça c'est de façon ponctuelle. Mais les 4 cliniques sont des cliniques permanentes. Bon, en termes d'activités que nous avons pu mener et qui nous donnent satisfaction, il faut noter que l'association des femmes juristes a pu former plus de 3500 acteurs judiciaires sur les textes favorables aux femmes, sur la prise en charge, sur les violences basées sur le genre. On a pu former plus de 1800 acteurs non judiciaires, c'est-à-dire des agents de santé, les agents de l'action sociale et des responsables d'associations. Et on a sensibilisé plus de 9000 personnes. Voilà, c'est des hommes, des femmes, des jeunes, voilà, et à travers tout le Burkina Faso, on a pu assister plus de 9000 femmes en termes d'assistance juridique. Et l'assistance juridique, c'est quoi? C'est lorsque les gens viennent dans les cliniques juridiques, ils exposent les cas et ils reçoivent conseil. Conseil, on leur donne toutes les informations, voilà,
possible par rapport à leur situation, et c'est à ces personnes-là d'opter pour ce qu'elles veulent comme solution, comme accompagnement. Et on a pu accompagner judiciairement plus de 1000 personnes. Donc ça veut dire que c'est des victimes qui ont choisi d'aller en justice et que l'association des femmes juristes a fait cet accompagnement judiciaire. Et plus de 700 femmes et enfants ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. Donc quand on voit tous ces résultats engrangés, en 30 ans, on peut dire que l'association des femmes juristes est certes satisfaite, mais il y a toujours beaucoup de défis quand nous voyons l'engouement au niveau de nos cliniques juridiques. C'est-à-dire que le besoin se fait sentir. Alors les femmes, lorsqu'elles viennent vers vous, c'est pour quel type de violence spécifiquement? Quand les femmes viennent vers nous, c'est d'abord les mesures juridiques concernant les enfants. Les mesures juridiques concernant les enfants, c'est quoi? C'est les gardes d'enfants, c'est les recherches de paternité, c'est les dénis de grossesse, voilà, c'est des coups et blessures. Non, ça c'est les mesures concernant les enfants. Garde d'enfants, et prise en charge des enfants, pension alimentaire, et grossesse non reconnue, et on les accompagne en justice pour que les problèmes puissent se résoudre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les violences conjugales. Les violences conjugales, et beaucoup de femmes viennent vers nous pour des mesures soit provisoires, soit pour des divorces. Et les mesures provisoires, ça peut être des demandes de résidence séparée, ça peut être des demandes de séparation de corps. Ça peut malheureusement des cas aussi être des divorces. Voilà, ce sont ces cas qui viennent. Il y a aussi les cas de liquidation et de succession qui viennent beaucoup. Il y a malheureusement des cas de viol, voilà, d'enfants. Voilà, qui viennent toujours au niveau de l'association des femmes juristes. Il y a des cas de violence morale. Il y a des cas de violence morale parce que les violences morales, ce sont des violences qui ont des conséquences très lourdes. Et donc, comme nous avons une assistance psychologique, quand il y a les violences morales, nous faisons l'assistance psychologique parce que les conséquences des violences morales sont très graves et des fois peuvent même entraîner à des folies, à la mort, des suicides. Donc, et heureusement que nous avons des psychologues au niveau de l'association qui nous aident, et cet accompagnement psychologique là nous a permis de résoudre beaucoup de problèmes par rapport aux femmes. Alors je reviens à vous, Micheline Kaboré, au niveau de l'initiative Panané Tougri pour le bien-être de la femme et de la jeune fille. Quelles sont les formes de soutien que vous apportez aux femmes lorsqu'elles font appel à vos services? Merci beaucoup Madame Diarra pour la question. Tout d'abord, je dirais que l'initiative Panané Tougri pour le bien-être de la femme est une organisation féministe qui travaille à développer le leadership des filles et des femmes, mais qui apporte une contribution au développement des compétences, des aptitudes des filles et des femmes de façon globale sur leurs droits et développement intrinsèque et aussi développement des aptitudes. Je dirais que en m'appuyant sur ce que Mme Wangrawa a dit sur les causes profondes de la situation vulnérable des filles et des femmes dans notre pays, c'est souvent le manque de leadership. Cette éducation sexuelle et socio-spécifique qu'on donne aux filles et aux garçons qui font que la femme grandit en ayant peu confiance en elle, en ayant moins d'aptitude à s'exprimer, à réclamer ses droits ou juste vivre sa vie. Et je dis souvent que la femme, elle est infantilisée depuis son bas âge jusqu'à l'âge adulte, parce que quand tu es une jeune fille, tu es sous la coupe de tes parents, c'est tes parents qui décident de ce que tu fais, et
de façon souvent de façon régulière ce que tu étudies, parce qu'on va dire qu'une fille ça fait pas de longues études. Si tu fais de longues études, tu vas pas trouver de mari. Donc il faut faire des courtes études et souvent tu es orienté vers voilà, des formations vraiment de 2 ans, 3 ans pour sortir rapidement, trouver le mari. Donc on décide de ce que tu étudies. Après tu dois te marier. Bon, on peut dire que de plus en plus elles ont la chance encore de décider qui est leur époux. Sinon la plupart du temps on décide encore qui tu dois marier. Et même ça, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment certain, parce que tu vas amener ce monsieur, il est ci, il est ça. Voilà, la plupart du temps, on rejette peu les belles filles, mais ce sont les beaux. Voilà, quand tu amènes le monsieur et que la tête ne plaît pas, on va te dire seulement que voilà, ce mari-là, c'est pas pour toi, il faut changer, parce que voilà, soit c'est l'ethnie et tout et tout. Donc, à partir du moment où la fille quitte la coupe des parents, elle se retrouve chez le mari. Et moi, ce qui peut souvent vraiment me dépasser, c'est quand le monsieur même décide de quand la femme rend visite à ses parents. Et ça, c'est fréquent. Parce que quand tu es marié, c'est comme une transmission. Les parents passent la main au mari. Et à partir du moment où tu es marié, et bon, de façon courante, voilà, les gens vont dire, voilà, c'est le mari qui décide, soumission, respect. Donc le mari décide de tes allers-retours. Elles ont dit, tu travailles pas. Tu sors quand, tu rentres quand. Donc c'est le mari qui décide jusqu'à ce que tu vieillisses, et à partir du moment où la société, personne n'en a rien à foutre de ta vie, tu peux être libre de toi-même. Mais sinon toute la vie de la femme, elle est sous tutelle, elle n'est pas libre d'elle-même, elle ne prend pas de décision pour elle-même, elle ne fait que exécuter ce qu'on dicte, on la dicte de faire. Et ça, c'est une sur situation... le leadership que vous travaillez. Nous travaillons beaucoup à capaciter les femmes, parce que c'est très important. Après avoir fréquenté des espaces, que ce soit au niveau régional, international, on se rend compte que ce manque de leadership peut avoir une grande conséquence sur le devenir de la femme. Parce que quand tu as un peu de leadership, tu peux souvent placer des mots, essayer de convaincre déjà les parents, parce que voilà pourquoi je veux faire telle étude, voilà pourquoi je choisis tel monsieur. Mais quand tu ne peux pas t'exprimer, bon, tu ne fais que subir. Et ce manque de leadership est un handicap réel dans la vie de la femme. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, et madame, je ne sais pas qui l'a dit, tu prends le crédit, tu viens, le monsieur va prendre la moitié, tu ne peux pas travailler avec, mais tu vas donner. Et tu ne t'en sors pas. Et permanemment, les femmes restent vraiment au bas de l'échelle, parce qu'elles ont du mal à affirmer leur leadership, à prendre des décisions pour elles-mêmes, même pour les enfants. Et ça a des conséquences lourdes sur leur vie. Donc, à notre niveau, nous travaillons beaucoup en amont, vraiment pour préparer les jeunes filles à être des femmes pour une réelle émancipation. Pour leur émancipation. Mais pour revenir à votre question, nous travaillons également à accompagner les femmes qui sont survivantes de violences, parce que couramment on est interpellé à n'importe quelle heure, tu reçois des messages, même en dehors du Burkina, ah j'ai tel problème, est-ce qu'on peut m'accompagner parce que ceci, cela, vu que c'est courant. Et donc je dirais que nous collaborons avec l'association des femmes juristes, qui est un partenaire et qui fait la prise en charge des survivants de violences. Et comme Madame Landamberga le disait, les cliniques ne sont pas suffisantes parce qu'il y a une forte demande et compte tenu des violences. Le travail de sensibilisation fait que de plus en plus de femmes vraiment ont besoin ou manifestent le désir d'avoir accès à leurs droits. Donc il y a une forte demande, on n'a pas beaucoup de cliniques. On dit souvent que les hommes aussi sont victimes de violences. Bien sûr, bien sûr. Orchestrées par des femmes. Bien sûr, bien sûr. On ne rejette pas, mais quand on met sur la balance, on dira qu'il y a plus de femmes victimes, survivantes de violences que d'hommes. Parce que nous sommes dans un système qui donne déjà le pouvoir aux hommes, qui font que même si souvent les anecdotes les plus aberrantes, c'est ça, parce que souvent la femme peut être auteur de violence, mais l'éducation fait que elle se retient. Elle va se retenir. Mais l'homme qui a déjà une éducation qui l'amène vraiment à prendre le dessus, va souvent exercer la violence. Sauf que par moment où la femme est excédée, elle peut aussi être auteur de violence. Alors, Léonie Wangrawa, est-ce que la crise sécuritaire a renforcé les violences faites aux femmes? Oui.
a eu un impact considérable sur ce phénomène. Oui, la crise sécuritaire a eu vraiment à exacerber même les inégalités entre les hommes et les femmes et à accentuer vraiment les violences faites aux femmes. Et vous voyez, il y a des femmes... En parenthèse, les femmes sont aussi victimes parce que, vous voyez... des attaques et autres conséquences. Les femmes sont enlevées et enrôlées de force au sein des groupes armés. Les femmes sont victimes de tueries. Vous voyez, à Arbinda, il y a eu la tuerie d'une trentaine de femmes là-bas. Et vous voyez, selon un reportage fait par Omega TV en 2023, et ce reportage révèle qu'en 2021, il y a eu 978 femmes qui ont été victimes de viol. En plus de cela, avec la fermeture des infrastructures sociales, notamment les CSPS, vous voyez des femmes qui meurent en couche par faute de maternité. Et la fermeture des écoles et le déplacement forcé des femmes et des filles a entraîné la déscolarisation, l'abandon des filles. Et les filles, il peut y avoir des femmes dont le mari a été tué, qui se retrouvent, qui jouent le double rôle d'épouse et de chef de ménage. Imaginez cette femme qui se retrouve dans un site d'accueil de personnes déplacées internes avec autant de bouches à nourrir. La fille, petite fille, la fillette qui est là-bas, qui a un certain âge, cela, pour décharger un peu la famille, la fille sera obligée de chercher un mari. Et là, c'est la problématique des mariages d'enfants. Vous voyez? Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, les femmes et les filles sont de plus en plus victimes de viols. Et qui dit mariage d'enfants parle de grossesse précoce. Et vous voyez les conséquences des grossesses précoces. Qui dit grossesse précoce parle d'accouchement difficile et les corollaires qui s'en suivent. Et donc j'allais dire que les femmes vraiment, la crise sécuritaire a exacerbé, vraiment aggravé la situation des femmes qui étaient déjà précaires. Alors le viol qui semble être devenu une arme de guerre, est-ce que vous estimez que c'est vrai que d'autres confrères en ont parlé, mais on a l'impression que c'est toujours un sujet tabou? Oui. Le viol, vous parlez du viol conjugal? Non, le viol dans le cadre de la crise sécuritaire. Oui. Et il faut dire que le viol, de façon générale même, est comme un tabou pour les victimes parce qu'il porte atteinte à l'honneur de la femme, il porte atteinte à son intégrité morale, il porte atteinte vraiment à sa réputation, à son honneur. C'est au vu de tout ça que les victimes n'ont pas l'habitude vraiment d'en parler, encore moins de dénoncer. Mais le phénomène est tellement grave que pour moi, ça ne doit pas être un tabou. Parce que vous voyez les chiffres. Ça ne doit pas être un tabou parce que même la communauté internationale à travers l'ONU a reconnu vraiment cela et a pris des mesures. Si vous prenez par exemple la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout la résolution 1820, qui reconnaît vraiment l'existence des violences sexuelles et sexistes subies par les femmes en période de conflit. Ces résolutions-là demandent aux différents États de prendre des mesures pour non seulement prévenir ces actes de violence, mais aussi protéger les victimes et prendre en charge les victimes. Vous avez bien dit, de ces violences-là naissent des enfants. Et j'avoue que c'est l'occasion pour moi ici et d'interpeller vraiment tous les acteurs humanitaires qui interviennent vraiment dans ce domaine-là, à accorder un regard particulier sur ces femmes victimes de viol
ainsi que les enfants qui sont nés de ces viols-là, afin de leur assurer une prise en charge adéquate, efficace, pour permettre vraiment leur réinsertion sociale et assurer vraiment leur avenir meilleur. Parce qu'on parle beaucoup de réinstallation des populations, mais à l'intérieur, ce sont des aspects à ne pas négliger. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que, justement, comme vous êtes au contact de plusieurs actrices, notamment des femmes qui viennent de toutes parts avec plusieurs dossiers à soumettre, est-ce que vous estimez que les autorités, la politique en place, notamment dans le cas de l'écoute des victimes, pas l'assistance financière et autres, l'écoute qui est fondamentale. Écouter une victime, c'est déjà apporter de l'intérêt à ce que la personne a vécu. Est-ce qu'on fait beaucoup dans le cas de la prise en charge psychologique même des victimes de ces violences? Parlons déjà des violences toujours dans le cadre de la crise sécuritaire. Alors, il faut dire qu'il y a des actions qui sont menées, même si elles présentent vraiment des insuffisances, et même si beaucoup reste à faire, parce que les moyens de l'État aussi sont limités, comparativement aux besoins illimités des victimes. Alors, au côté des OSC, et l'État également met en œuvre des actions de prise en charge des victimes. Aussi, vous voyez la création du centre de prise en charge des VBG en est un exemple qui accueille vraiment ces victimes-là et qui leur assure une prise en charge intégrée, holistique, conformément à leurs besoins, et notamment ce centre est doté vraiment de psychologues qui assurent une prise en charge psychologique des victimes. Il y a également des OPJ au cas où, en tout cas, la victime aura besoin vraiment d'être éloignée vraiment des bourreaux, pour accompagner vraiment la victime au niveau des enquêtes préliminaires. Il y a également des juristes qui sont mis, des avocats, qui sont mis à la disposition du centre et qui accompagnent juridiquement et judiciairement les victimes de violences dans leur prise en charge de façon globale. Votre avis sur le sujet? Et en ce qui concerne les cas de viol, il faut reconnaître que c'est un phénomène très très sérieux, surtout en cette période de crise sécuritaire et de crise même sanitaire. L'association des femmes juristes du Burkina Faso a réalisé aussi une étude sur les cas de violence post-Covid, et de cette étude il est ressorti que la crise sanitaire a accentué les violences faites aux femmes, ont augmenté durant la crise sanitaire, et ajouté à cette crise sécuritaire, comme on le dit, avec les déplacements massifs des populations, à majorité femmes et enfants, dans les camps de déplacés. Les femmes et les filles sont victimes de violences, et surtout de violences sexuelles. L'association des femmes juristes du Burkina Faso a travaillé beaucoup avec les femmes, a fait des sensibilisations, des activités dans les camps de déplacés, et il est ressorti qu'il y a des cas de violences sexuelles, notamment des viols. Et comme on le dit, c'est vrai, il y a des textes qui punissent et le viol, mais encore faut-il que ces victimes-là aient le courage de dénoncer. C'est vrai, c'est pas que c'est parce que c'est un sujet tabou que les victimes ne veulent pas dénoncer, mais ce sont les conséquences de la dénonciation qui posent problème. Parce qu'une fois que ça a été dénoncé, une femme a été violée, quel sera le regard que la société porte sur cette femme ou sur cette fille? Donc du coup, elle préfère se taire, parce que la dénonciation va envoyer des conséquences plus lourdes. Et
il y a des cas effectivement de viol qui entraînent des grossesses. Mais il faut reconnaître que la loi autorise les cas de l'avortement lorsque c'est un cas de viol. Lorsqu'il y a un cas de viol, la loi autorise l'avortement en prévoyant des conditions. Donc c'est pour dire que si les gens sont sensibilisés, les gens ont l'information qu'en cas de viol, si il y a une grossesse, elles peuvent aller vers les juridictions pour que on autorise ces femmes-là à pouvoir interrompre ces grossesses-là si elles n'en veulent pas. Donc, ça, mais malheureusement, il y a des cas où les femmes même peuvent venir avec des grossesses parce que ces cas d'avortement-là, il y a un âge aussi qui est prévu pour la grossesse qui est de 14 semaines. Elles peuvent venir trouver déjà que l'âge de la grossesse est dépassé. Et cela, Madame Kaboré le disait, et il y a l'inaccessibilité aussi des juridictions, surtout en cette période de crise sécuritaire où il y a eu des juridictions qui ont fermé. Donc du coup, le temps de pouvoir avoir une juridiction et puis de poser son problème, le temps peut être dépassé. Au niveau de l'association des femmes juristes, on a eu des cas de viol où des victimes étaient dans des zones à fort défi sécuritaire et qui ont dû appeler au niveau de l'association. La consultation était par téléphone, on a donné les informations, on a donné les orientations, mais il fallait que ces victimes-là puissent se déplacer dans des endroits où il y a des juridictions pour pouvoir aller déposer la plainte. Donc vous voyez que tout ça, ça fait que du coup les difficultés pour la dénonciation pose problème. Sinon, les autres cas de violence, il faut reconnaître que avec les sensibilisations, les femmes sont de plus en plus aptes à dénoncer. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons de l'engouement au niveau de nos cliniques juridiques et que le besoin se fait vraiment sentir. Voilà, donc les femmes sont sensibilisées et elles acceptent de plus en plus dénoncer. Mais il y a certains types de violences, notamment les cas de viol, qui posent toujours problème parce que la dénonciation a des conséquences vraiment très néfastes pour la victime. Alors, on me signale que le temps est pratiquement vers son terme. Alors, Micheline Kaboré, comment lutter contre les violences basées sur le genre? Très rapidement. Merci beaucoup pour la question, grande question. Je vais juste aborder un volet parce qu'il y a plusieurs actions, plusieurs leviers vraiment à actionner pour que ça puisse marcher. Mais déjà commencer par la base qui est l'éducation. L'éducation vraiment genrée, une éducation qui permet aux garçons de respecter les filles, qui permet aux filles de respecter les garçons, qui va permettre aux filles de grandir avec un certain leadership, avec une confiance, pour qu'elles puissent assumer dans leur vie leur statut de femme et aussi aux hommes de respecter parce que les violences sont perpétuées par la socialisation, le contexte, alors qu'elles doivent cesser. Et pour qu'elles cessent, il faut vraiment que les hommes grandissent en ayant en tête que les femmes ont des droits qu'il faut respecter, que eux-mêmes, pour le bien-être de toute la population, ils ont besoin de respecter les droits des femmes pour que les femmes aussi respectent les droits des hommes, que tout le monde respecte les droits et surtout que la justice aussi, l'accessibilité de la justice, en permettant que les femmes aient accès aux juridictions, parce que je dis souvent que malheureusement, ce n'est pas de gaieté de cœur que certains droits vont être respectés. Parce que le privilège dont disposent les hommes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont abandonner ces privilèges. Mais pour que les droits des femmes puissent être respectés, il faut que la loi soit dite. Voilà. Donc c'est en disant la loi que nous allons permettre aussi que les femmes rentrent dans leurs droits et que certaines personnes aient des retenues à violenter les femmes. Un ajout? Oui, et en plus de ce qu'elle a dit, l'éducation, il y a également le volet sanctions. Les textes juridiques existent comme ce que Mme Nadembega l'a dit, mais c'est leur effectivité qui cause problème. Alors, il faut rechercher les auteurs et les sanctionner conformément aux dispositifs juridiques en vigueur.
Alors je vous dis merci à Léonie Wangrawa, merci à Clarisse Nadambega et merci à Micheline Kaboré, merci à toutes d'être venues pour parler de cette question cruciale, les violences faites aux femmes. C'est donc sur ce mot de fin que nous refermons cette émission 100% Info du jour. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro.